Voilà, Ecotoxicomics soutient aux jeunes chercheuses et aux jeunes chercheurs. Le réseau donne toute leur place aux jeunes chercheuses et chercheurs, mais quelle forme prend cette valorisation? Quels avantages concrets pour des jeunes chercheuses, des jeunes chercheurs à rejoindre Ecotoxicomics? Symétriquement, pourquoi est-il important pour un réseau scientifique comme lui de rester au plus près des nouvelles générations de scientifiques? Et quelles pourraient être d'autres pistes d'action pour aller plus loin dans l'accompagnement et la promotion de ces jeunes chercheuses et ces jeunes chercheurs? Je vais y arriver. Avant de donner la parole à nos autres panélistes, Madame Celloni et Madame Thuur-Mauprivé, vous connaissez ma thèse en 180 secondes? Je la refais. Vous connaissez ma thèse en 180 secondes? Est-ce que vous avez envie d'entendre un pitch de 3 minutes? Non. Est-ce que vous avez envie d'écouter un pitch de 3 minutes? Oui, c'est tellement spontané. Eh ben, on va le faire tout de suite. Sous les applaudissements nourris du public, Clémence Thuur-Mauprivé. Petite présentation de thèse en 3 minutes? Oui, on fait ça? Ouais. Allez, hop, j'ai pas le timer, mais on fait comme si de rien n'était. Je ferai peut-être bien la sonnerie un jour quand je serai entraîné. Partons nous balader en campagne et ramassons-y un peu de terre, de sol. Nous pourrions y trouver des lombrics, des fourmis et plein d'autres êtres vivants. Mon dada à moi, ce sont ceux que l'on ne voit pas, les micro-organismes, et plus particulièrement les bactéries, qui représentent plus d'1 milliard d'individus répartis en 10 000 espèces différentes dans un seul gramme de sol. Parmi ces bactéries, chacune joue un rôle précis dans le sol. C'est le cas de Mimi, la bactérie qui recycle l'azote atmosphérique en azote organique, procédé essentiel à la bonne santé de nos sols et des végétaux. Et je n'ai pas le temps de vous parler des copines de Mimi, mais certaines sont même indispensables à la croissance des plantes. Vous l'aurez compris, les bactéries jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de ce que l'on peut appeler l'écosystème sol. Et si l'une d'elles manque à l'appel, les répercussions sur la santé de celui-ci sont immédiates. Et malgré tout l'enthousiasme de Dame Nature pour faire de son mieux et tenter de conserver un bon équilibre de l'écosystème sol, celui-ci reste fragile et l'intensification des activités humaines tente à le modifier. En première ligne, l'utilisation de pesticides et notamment d'herbicides nécessaires au meilleur rendement des cultures. Parmi ces herbicides, certaines classes, comme les tricétones, inhibent une enzyme essentielle dans le développement des mauvaises herbes, les empêchant ainsi de pousser. Jusque-là, tout va pour le mieux. L'agriculteur n'a plus de mauvaises herbes sur son champ et son maïs peut pousser sereinement. Cependant, l'enzyme inhibée par les herbicides tricétones est également présente chez de nombreux micro-organismes, et notamment chez les bactéries du sol, comme Mimi. À présent, imaginons maintenant que les Mimi disparaissent de la motte de terre que nous avions récoltée durant notre balade. C'est alors tout l'écosystème sol qui pourrait alors être mis en danger. Par chance, chaque problème a ses solutions. Et l'objectif de ma thèse est de se servir de ces bactéries sensibles aux herbicides tricétones comme indicateur de la qualité des sols. Je me balade, je ramasse une motte de terre dans un champ, je regarde les espèces qui s'y trouvent, puis je répète l'opération, 1 fois, 2 fois, 100 fois, jusqu'à obtenir un schéma d'espèces bactériennes s'avérant être de bons indicateurs de la qualité des sols. Si Mimi et ses copines s'y trouvent, le sol est considéré comme de qualité, non pollué aux herbicides, l'écosystème fonctionne bien. A l'inverse, si Mimi et ses copines sont introuvables, le sol est considéré comme de piètre qualité. Pollué aux herbicides, l'écosystème est en danger. Les données récoltées me permettront de développer un outil de diagnostic simple et rapide d'utilisation pour les agriculteurs souhaitant surveiller la qualité de leurs terres. Ainsi, Mimi la bactérie sera bientôt en mesure de vous dire si oui ou non vous pourrez planter des tomates dans votre jardin au printemps prochain. Merci beaucoup Clémence. Je vais inviter... Je vous invite... merci beaucoup d'avoir accepté de nous présenter ce pitch, qui date un petit peu, mais ça fait toujours plaisir de... Celle qui me l'a dit au téléphone, je ne me permettrai pas sinon. Ça fait toujours plaisir d'entendre une jeune chercheuse présenter en 3 minutes un travail de recherche comme ça. C'est quand même beaucoup de boulot. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coup de chapeau à toutes celles et ceux qui, à la fin de cette semaine, participent à la finale nationale qui va se tenir à Rennes. C'est les 10 ans de ma thèse en 180 secondes. On leur souhaite bonne chance. Avec nous, il y a Giulia Celloni, postdoctorante en écotoxicologie microbienne A7. Merci beaucoup d'être là.
On va parler, mesdames, ensemble, tous les quatre, de ce que le réseau écotoxicomique apporte comme soutien aux jeunes chercheuses, aux jeunes chercheurs, et puis de ce qui est apporté symétriquement, bien sûr. J'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ça. Sur le premier congrès international en 2017, à cette occasion, je crois que c'est à ce moment-là que vous rencontrez l'équipe. Alors ça, c'est la photo, pardon. Oui, effectivement, c'était intéressant de montrer votre participation à cet événement-là. Vous avez fait quoi? C'était quoi? C'était vous étiez chairman? Oui, c'était pendant le congrès de Montpellier en automne 2022 là, et j'ai eu l'occasion de chair une session, c'est la première fois? Une session, c'était la première fois, et je pense que ça serait pas passé à un autre congrès en fait. Et puis c'est une expérience comme une autre dans une vie de chercheur, et c'était sympa. Ouais. Qu'est-ce qu'on gagne comme expérience en faisant ça, juste pour expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas scientifique comme moi? En fait, il s'agit de présenter les intervenants de la session et puis d'être un peu maître du temps, entre guillemets. Donc, non, je ne saurais pas faire ça. Ça n'apporte rien. Voilà. En se rapprochant du réseau, qu'est-ce que vous recherchiez alors, finalement? C'était quoi votre envie? Un réseau, c'est le mot-clé. Et puis, moi, j'ai été à bonne école parce que mes directeurs de thèse, c'était Fabrice Martin-Laurent, donc cofondateur du réseau, et puis Lise Barthelmebs, qui est aussi intégrée dans le réseau. Et donc voilà, ils m'ont directement inscrit à Écotoxicomique 2017. Je venais tout juste de commencer ma thèse. Et c'est là que ils vous ont même pas demandé? Non, c'est vrai. Mais ah, c'est vrai. Oui, j'ai été forcée. Voilà, et écoutez, on va s'arrêter là. C'est malaisant à souhait. Je me tourne maintenant vers Madame Cheloni, vers Giulia. Assed, vous travaillez sur quoi? Peut-être qu'on peut le redire. Alors, je l'ai pas dit, mais vous êtes chercheuse depuis mai 2022, excusez-moi, plutôt sur les plastiques. C'est ça, post-doctorante depuis mai 2022 sur les plastiques. Ouais. Et alors, Giulia, Assed, qu'est-ce que vous faites? Alors, Assed, donc c'est une UMR qui fait des recherches principalement sur la mer à différents niveaux dans les écosystèmes. Et donc, dans mon cas, je me focalise plutôt sur les micro-organismes, mais le laboratoire en général travaille aussi au niveau des poissons et des différents animaux. Et pour moi, c'est l'écotoxicologie des phytoplanctons dans les milieux marins. Voilà. Et donc, dans le spécifique, pour mon projet, j'ai un projet soutenu par la communauté européenne. C'est un projet Marie Curie de 3 ans. Et j'ai fait des recherches pour étudier le rôle possible de phytoplancton dans la biotransformation de contaminants dans les environnements aquatiques marins. Tout ce qui est un peu biotransformation et impact des micro-organismes sur le devenir des contaminants est assez étudié pour les bactéries, pour d'autres types de micro-organismes. Par contre, on ne sait pas trop pour ce qui concerne les phytoplanctons. Et donc, dans ce projet, on essaye de combler cette carence de connaissances. Alors, racontez-nous, Écotoxicomique et vous, ça se passe comment et qu'est-ce que vous y faites aujourd'hui? Votre entrée dans le réseau, c'est en 2021, c'est ça? Oui, alors moi j'avais déjà participé à la conférence de Lyon en 2017 et donc c'est là que je m'étais inscrite dans le réseau, mais finalement en 2021 avec mon arrivée en France, j'ai commencé aussi à faire partie du COPIL. Donc en ce moment-là, ils cherchaient des jeunes chercheurs non permanents qui puissent rejoindre le comité de pilotage. Et ça a été très facile. Finalement, ils cherchaient. Moi, j'ai simplement répondu à la mail. Et puis, c'était ça le recrutement? Un mail? Oh, ça va quand même. C'est pas un recrutement, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas un recrutement. C'est pitié, venez. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai pu commencer aussi à m'impliquer de façon un peu plus active. Alors, vous faites quoi dans ce COPIL? Enfin, et de manière générale, dans le réseau Écotoxicomique, sans parler du réseau dans quelques instants. Okay. Vous nous parlerez de Young Researcher, mais oui, ça se passe comment un COPIL? Vous discutez de quoi? Quelle est la place? Pour moi, c'est comme jeune chercheuse, c'était tout complètement nouveau. Donc c'est vraiment une nouvelle expérience. En plus, le terme COPIL, ça n'existe pas dans d'autres pays, donc déjà. Mais en français non plus, le COPIL, ça n'existe pas, si vous prenez le dictionnaire.
Ça a été une découverte. Et effectivement, on se réunit. Il y a pas mal de discussions de planification, des discussions scientifiques et à la fois des planifications des différentes activités pour pouvoir effectivement renforcer le rôle du réseau dans le domaine, dans la thématique de l'écotoxicologie microbienne à travers différentes actions. Madame Nazaret, Julia vient de le dire à l'instant, c'est une expérience. La participation comme ça, quand on est jeune chercheur, jeune chercheuse à un réseau tel que Ecotoxicomics, c'est une manière d'enrichir son background. C'est quelque chose que vous incitez, vous personnellement, les jeunes chercheuses et PhD de façon générale à faire ? Parce qu'on sait que le temps est compté quand même, hein, quand on fait une thèse, pour ne parler que des doctorantes et des doctorants, il y a tant de choses à faire. Est-ce qu'il faut aussi quand même leur dire, allez, passez du temps dans ces réseaux-là, que ce soit lui ou un autre ? Oui, est-ce que j'ai tendance à oublier qu'on a... Oui, je pense que c'est vraiment une super opportunité déjà d'impliquer les jeunes dans des réseaux. Je parle comme une ancienne déjà maintenant et j'aurais aimé avoir eu cette chance de cette mise en relation. Après, on est effectivement de plus en plus contraints et on attend de plus en plus de nos jeunes doctorants. Donc, je pense que c'est au directeur de thèse de faire la part des choses, mais c'est toujours profitable de toute façon d'échanger avec d'autres. Ça apprend à communiquer sur ce qu'on fait, ça apprend à recevoir l'information, les conseils d'autres personnes. Donc oui, moi je peux que encourager à cette participation. Alors après, c'est peut-être un peu plus facile quand on a soutenu. Donc pour jeunes chercheurs, doctorants, oui, il faut à tout prix participer. Une question un peu pas de côté que je vous pose, Madame Nazaret, tout de même sur cette appétence des jeunes chercheuses, des jeunes chercheurs à s'engager dans des carrières de sciences en lien avec l'écotoxicologie microbienne et même plus générale. Est-ce que vous constatez, vous, une forme de désaffection ? Alors, c'est peut-être le terme fort. Est-ce qu'il y a un sujet d'appétence des nouvelles générations de chercheurs sur ces thématiques ? Est-ce que c'est difficile de convaincre des gens de faire une crise de vocation, pour le dire vite fait ? Alors, la crise de vocation, sans faire de politique, je pense qu'elle ne tient pas à la discipline on ne va pas parler de discipline, mais au domaine d'écotoxicologie microbienne, c'est une crise de vocation plus générale, tout domaine confondu. Donc effectivement, alors là c'est paradoxal parce que en écotoxicologie microbienne, on est sur des sujets brûlants, des sujets d'actualité, préservation de l'environnement, avenir de notre planète. Donc les jeunes sont malgré tout très très sensibilisés et intéressés et on peut les accrocher sur ces problématiques. Après, c'est comment les convaincre qu'en étant investis dans la recherche, on peut donc c'est pas être acteur. Ce que vous nous dites, c'est que c'est pas la microbiologie, c'est pas le domaine, c'est pas le domaine disciplinaire en tant que tel. Je pense pas. Qui souffrirait de ce déficit d'intérêt, ça ne le concerne pas en propre. Je me retourne vers les deux chercheuses que j'ai à ma droite, Madame Cheloni et Madame Thuot au mot privé. Il y a quand même une action qu'on doit citer assez tôt dans cette table ronde, c'est justement ce réseau dans le réseau dont il a été dit quelques mots tout à l'heure. Racontez-nous d'où vient l'idée, qu'est-ce qu'il s'agit de faire, donc un réseau qui serait spécifiquement adressé ou qui donnerait la parole plus spécifiquement aux jeunes chercheuses, aux jeunes chercheurs. Vous faites comment, vous faites quoi avec eux ? Alors, à nouveau, c'est une idée qui est née à partir du COPIL pour promouvoir vraiment les échanges entre les jeunes chercheurs non permanents. Et cette idée a commencé avec l'organisation d'une webinaire. Et à partir de là, effectivement, les personnes qui se sont impliquées dans cette organisation du webinaire ont commencé à être impliquées plus activement dans les autres initiatives qui sont organisées par les networks. Donc, c'est quel public ? C'est des doctorants, c'est des post-doctorants, Alors, ça dépend spécifiquement des activités. Par exemple, dans le cas du webinaire, le public, c'était tout public, donc les non-permanents, les permanents,
bien sûr des scientifiques qui sont dans le sujet de la recherche. Après, par rapport, par exemple, à l'organisation de la conférence à Montpellier, le groupe des non-permanents a lancé une soirée, donc je pense qu'on en discutera après, qui était plutôt comme public limité aux non-permanents. D'ailleurs, il y a aussi quelques chercheurs permanents qui n'étaient pas trop contents d'être exclus par l'initiative. Voilà. Mais donc, c'est différents publics et puis différentes façons d'échanger. Est-ce qu'il y a des questions qu'on pose quand on fait partie d'un réseau de jeunes chercheurs qu'on ne pose pas forcément dans un réseau plus ouvert? Et quel type de questions? Je comprends pas. Est-ce qu'il y a des questions ou des centres d'intérêt qui sont évoqués, qui sont traités dans un réseau comme le vôtre, un réseau dans le réseau, qui ne sont pas forcément discutés dans un plus général? Est-ce qu'on se livre mieux? Est-ce qu'on n'oserait pas forcément évoquer à un collègue, même bienveillant, tout simplement parce qu'on a l'impression que ça ne le concerne plus ou pas? Moi, je dirais que non. C'est-à-dire que j'ai l'impression, depuis que je fais partie du réseau, que ce sont des échanges très ouverts, que ce soit entre les non-permanents ou entre non-permanents et permanents, etc. Et donc, le dialogue et les échanges et les centres d'intérêt ne sont pas différents, au moins pour moi, entre les groupes avec qui on se trouve à interagir. On peut échanger des carrières, peut-être de façon pas pareille parmi les non-permanents et avec les permanents, mais les thématiques sont les mêmes et les enjeux sont les mêmes, et les questionnements aussi. Donc, alors voilà. du coup, pourquoi faire un réseau dans le réseau? Alors, je ne comprends pas. Quelle est la valeur ajoutée du réseau? Quelle est la valeur ajoutée de Young Researcher? De promouvoir un peu l'implication plus active des jeunes chercheurs. C'est pour ça. être De donner un peu chairman plus de place, souvent, etc. Oui, Voilà. un peu plus d'espace, un peu plus de faire nos épreuves aussi, de se lancer dans des organisations de façon un peu plus autonome. Et parfois, au gré des rencontres offertes par ce réseau de jeunes chercheurs, des collabs s'improvisent. On peut penser à cette rencontre que vous avez eue, Clémence. C'était quand? Eh bien, c'était au dernier congrès Écotoxicomique 2022. Oui, et là, à vous Montpellier. rencontrez deux autres chercheuses, c'est ça? C'est ça, oui. Je rencontre Caroline De Clercq de l'IUT de Gembloux en Belgique et Marie-Lès Vermeer du CIRA de Sénégal. Et en fait, on s'est très bien entendus sur le plan perso, disons. Et puis, on a cherché un sujet qui nous réunissait toutes les trois pour écrire une revue ensemble. Donc, cette revue qu'on a soumise dans le numéro spécial FEMS la semaine dernière. La semaine dernière? Oui, la deadline. On était pile poil dans la deadline, mais bref. Et puis voilà, j'espère qu'on pourra toutes les trois écrire des projets ensemble. C'est le but de continuer. Je pense que le Young Researcher, ça sert aussi à se réunir des chercheurs d'une même génération, entre guillemets, pour avancer ensemble, en fait. Et créer des connexions assez... Ouais. C'est important, évidemment. Je reviens rapidement sur ce webinaire-là, parce que vous utilisiez un outil... C'est Spatial Chat, c'est ça? Ça se passait comment? Parce que c'était... Vous allez dire que j'ai un tropisme sur les outils et les applications informatiques. Non, pas du tout. Mais ça m'intéresse de savoir comment on arrive à collaborer à distance. Comment ça se passait avec Spatial Chat? Vous faisiez quoi? C'est un outil qu'on a choisi d'utiliser pour le webinaire 2021 et qu'on va reproposer pour le futur webinaire 2023. Et avec toute la période Covid, il y a eu pas mal des types de conférences, des rencontres qui se sont faites en distanciel. Et donc, le webinaire, c'était quelque chose qu'on voulait faire sur ce format-là. Mais par contre, on aimait l'idée de pouvoir avoir un espace plus virtuel où on puisse avoir plus d'interactions. Donc, le Spatial Chat, c'est un espace très utile parce qu'on peut effectivement créer un espace virtuel avec un point d'accueil, avec des salles où on peut se rencontrer, le coin de posters, la salle de la plenary lecture. Et donc, du coup, c'était beaucoup plus interactif et avec la possibilité de créer plus d'échanges par rapport à simplement un webinaire sur Zoom. Voilà. Et prochaine édition,
Prochaine édition, en 2023, là, en fin d'année 2023, en fin d'année, 13, 20 et 27 novembre. Donc bientôt l'ouverture pour la soumission des abstracts. Il faut se tenir informé. Regardez la caméra pas... quand vous dites ça. Dépêchez-vous là. Hein. N'hésitez pas d'en parler avec les doctorants, postdocs et les étudiants. Vous êtes combien à organiser ce webinaire-là? En ce moment, on est 8, 10. Oh, on est 220, je crois. Ah non, 8, pardon. C'est déjà pas mal. Hein. Je connais beaucoup d'associations de jeunes chercheurs hors réseau qui on serait bien content d'avoir 8 personnes pour s'occuper de projets comme ça. Donc c'est en soi une réussite, c'est que vous arrivez à motiver des gens à vous rejoindre. Oui, et puis par rapport à 2021 où c'était principalement francophone, à partir de ce webinaire-là, on a aussi des participants qui viennent d'Allemagne, et donc des personnes plus internationales, et on voit ça, l'ouverture à l'international aussi au niveau des jeunes chercheurs et leur participation. Comment vous regardez tout ce qu'on vient d'entendre, Madame Nazaré? Comment vous écoutez tout ce qu'on vient d'entendre? Et hop, et en particulier, peut-être le jeu des chaises musicales, mais avec les micros. Merci beaucoup, Julia. En particulier sur l'importance d'un réseau dans la formation, la promotion des jeunes chercheurs et chercheuses. Alors là, pour le coup, ça a beaucoup évolué. Notre métier, c'est pas seulement générer de la connaissance et rester dans son labo à produire de la connaissance, mais une part importante de notre travail consiste à communiquer sur cette connaissance et puis à échanger. Le métier de chercheur, c'est ça aussi. Donc je pense que plus tôt on s'imprègne de cette facette du métier, mieux c'est. Et du coup, d'ailleurs, c'est une très bonne question sur la vulgarisation scientifique, parce que là, on comprend bien que c'est vulgarisation, c'est entre pairs finalement. Quand vous partagez vos savoirs, vous vous tenez informés mutuellement de ce que vous faites, chacune et chacun de votre côté. Mais y a-t-il dans les tuyaux, question absolument pas préparée, y a-t-il dans les tuyaux une action de communication scientifique labellisée écotoxicomique Young Researcher qui vous ferait aller dans un bar, dans un amphi ou que sais-je, pour en quelques slides, en quelques communications, dire l'essentiel de ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui? Oui, je vous donne des idées en même temps qu'on fait des... Alors, c'est pas dans les tuyaux, mais c'est effectivement une bonne idée. On pourrait s'adosser à une soirée type Pint of Science, par exemple, et mettre l'étiquette écotoxicomique Young Researcher. Ouais. Dans votre réseau de Young Researchers, c'est plutôt francophone ou Non, c'est international. Ouais. Ouais, vraiment aussi, ça reflète ce qu'on disait tout à l'heure sur la dimension internationale du réseau. Mesdames et messieurs, y a-t-il des questions, des commentaires, des remarques, des idées, des points de vue, des analyses, je ne sais pas comment le dire? Non? Très bien. Écoutez, je vous propose d'arrêter sur cette séquence de soutien aux jeunes chercheuses et aux jeunes chercheurs. On applaudit, on remercie Madame Nazaré, qu'on retrouvera à la fin de la journée. Merci pour vos témoignages. Et puis Clémence Turmot-Privé. Et bien sûr, on était avec Giulia Celoni.